Bienvenue à tous sur notre webinaire numéro 5, le provisioning en téléphonie IP. Donc, je le répète, nous allons faire un petit rappel sur le provisioning au tout début, sur quelques slides, parce que tout type de partenaires peuvent participer, plus ou moins experts. Donc déjà, on fait quelques petits rappels et ensuite, Olivier partira sur une démonstration dont il a le secret. Ok. Alors, qu'est-ce que le provisioning? Donc, le provisioning permet de configurer automatiquement les équipements téléphoniques à partir d'une plateforme centralisée. Il attribue de façon dynamique des paramètres et configurations aux appareils afin que ceux-ci puissent fonctionner avec le système de téléphonie. Il simplifie le déploiement des postes et garantit une configuration homogène au sein de l'entreprise. Donc, l'intervention de l'utilisateur n'est de façon optimale jamais nécessaire, permettant un déploiement sans présence physique du technicien sur site. Donc, comme nous le disions, c'est quelque chose qui peut être fait en amont, avec les codes MAC des postes. MAC des postes. Donc, il y a, en théorie, pas besoin de sortir les postes des cartons. On est au bureau, on prépare l'IPVX, on fait la configuration de l'IPVX, qu'il soit hébergé en local, peu importe. On scanne les adresses MAC dans l'idéal et ça permet d'aller chez le client ou d'envoyer les postes, de brancher les postes et en théorie, c'est terminé. Donc c'est pour ça que théoriquement, on n'a pas besoin de la présence physique du technicien. Si on envoie les postes par UPS, la poste ou peu importe, en théorie, on branche le téléphone, celui-ci s'auto-configure. Alors l'intérêt du provisioning. Donc, il permet gain de temps, cohérence de configuration, diminution de risque de panne et réduction des interventions manuelles. Donc, gain à l'installation, configuration cohérente sur le parc, réduction des risques d'erreur, installation plus rapide, déploiement à distance et réutilisation et industrialisation des process. Gain de maintenance, donc c'est faciliter l'ajout de nouveaux postes, simplifier le remplacement et la maintenance, optimiser le temps lié au support, modifier en masse les configurations, réduire les besoins en déplacement. Donc tout ça, c'est des choses que Olivier nous expliquera tout à l'heure lors de sa démonstration. Donc limite et point de vigilance du provisioning. C'est efficace uniquement si certains prérequis sont respectés. Donc la vérification de la compatibilité des postes IP, dépendance à l'infrastructure réseau, DHCP, DNS, etc. Risque de configuration erronée propagée à grande échelle. Fonctionnalité avancée, parfois non prise en charge automatiquement. Dépendance à la disponibilité du serveur du provisioning. Et donc le tout ou rien, soit on utilise uniquement le provisioning, soit on ne l'utilise pas du tout. On évite de configurer un poste à la fois en provisioning et puis à la main. Donc tout ça, j'imagine que c'est des cas concrets que tu vas nous présenter plus tard. Oui, alors sur la compatibilité des postes IP, certains postes effectivement vont être plus difficiles à provisionner que d'autres. Aussi, tous les téléphones ne sont pas gérés par le système. Alors si un téléphone n'est pas géré par le système, soit la marque n'est pas gérée du tout, c'est rare, soit certains modèles sont absents, tout simplement puisque les constructeurs sortent un poste tous les 15 jours, donc c'est difficile de les suivre. Dans ce cas-là, le mieux c'est de nous contacter, de nous donner l'accès au téléphone pour qu'on puisse l'ajouter. Ça profite à tout le monde. L'ajout, il prend quelques jours, hein, c'est pas instantané. Il y a aussi des cas où certains téléphones ne peuvent pas être configurés à la main et ne peuvent être configurés que en provisioning. Sur les marques classiques, on va dire Alcatel et autres, souvent les postes étaient un peu verrouillés sur le constructeur, donc ils faisaient tout en provisioning. Donc ça permet de réutiliser certains postes, des fois des Cisco, des Alcatel, qui sont chez des clients. Si le client veut les conserver, on regarde s'ils sont gérés par le provisioning. Donc ça peut être, alors c'est un point de vigilance, mais ça peut être aussi un atout pour faire passer des dossiers. Voilà. Et sur le dernier point, excuse-moi, éviter de faire du provisioning et après de temps en temps aller modifier la config du poste à la main. Le téléphone, il va à chaque démarrage ou de manière régulière venir récupérer les informations sur le serveur de provisioning. Donc si j'ai configuré 10 touches et que je vais modifier sur le poste directement la 7e, la fois où le poste va venir récupérer la config sur l'IPVX, il va écraser ma modification manuelle. Donc c'est soit je fais tout en provisioning, soit je fais rien en provisioning. Si à un moment ou un autre, j'avais fait du provisioning et je veux basculer sur un mode manuel, dans ce cas-là, il faut désactiver le provisioning. Voilà. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, quand utiliser le provisioning, il est adapté quand vous devez déployer un nombre élevé de postes. Vous maîtrisez à la fois l'environnement de téléphonie et réseau sur configuration multisite avec des postes déportés
donc télétravail par exemple, si votre client est géographiquement éloigné ou si votre client ne vous permet pas un accès physique à son site, ou enfin si votre client a un turnover élevé dans ses équipes. C'est ça. Ça, c'est particulièrement utile quand le client change régulièrement de personnel, on va dire, où il faut changer les noms sur les téléphones. Voilà, on les change sur la machine, le téléphone va revenir 1 heure après chercher la nouvelle config. On n'a pas à se connecter poste par poste. On a un client qui est comme ça et c'est un vrai gain de temps quand c'est en provisioning. Et donc, quand peut-on se passer du provisioning donc, il sera moins performant si le parc de votre client est seulement de quelques postes, donc moins de 5 ou 10. Votre client est très proche géographiquement de vous, ou vous ne maîtrisez absolument pas l'environnement réseau DHCP du client. Votre client exprime des besoins de configuration complexes ou extrêmement diversifiés entre les postes, ou si vos postes ne sont pas supportés par l'IPv6. Ouais. Donc sur la taille du parc, on peut faire du provisioning pour 2 postes, hein, ça pose pas de souci. Mais finalement, le temps de programmer le provisioning, de scanner l'adresse, etc., le gain de temps sera à peu près nul, voire négatif. Moi, grosso modo, quand il y a 3, 4, 5 postes, je préfère personnellement les préparer à la main. Au final, je vais aussi vite, parce que souvent, sur des tout petits clients, il n'y a pas besoin de programmer beaucoup de touches. On va juste mettre le compte type et puis les jeunesses. C'est pareil, si le client, c'est un voisin, on a aussi vite fait d'aller chez lui, de poser les téléphones, de les configurer. Le provisioning, il coupe un peu le côté humain dans ce cas-là. Ça fait un peu plus usine. J'envoie les postes où je les pose, ils se branchent tout seuls, ils se déploient tout seuls, c'est super, mais ça coupe un peu le côté humain. Donc si vous êtes très proche de vos clients, c'est parfois judicieux d'aller configurer et passer un peu de temps chez le client. Voilà. Sur la partie environnement réseau, on reviendra dessus. Hein, si certains d'entre vous n'ont jamais fait de provisioning, on va voir ce que c'est après. On utilise souvent le serveur DHCP pour faire le provisioning, donc c'est mieux si on maîtrise l'environnement réseau. Ça évite aussi de se retrouver avec des postes qui ne viennent pas se provisionner parce que tout est bloqué. Voilà, sur les configs complexes, j'expliquerai tout à l'heure, et sur les postes qui ne sont pas supportés par l'IPv6, on en a parlé tout à l'heure, si le poste n'est pas géré, le modèle n'est pas géré, ne perdez pas 15 jours à attendre qu'on l'ajoute. Dans ce cas-là, configurez-le à la main, quitte à plus tard le réajouter s'il faut en provisioning par la suite. Pour faire le provisioning, il y a 4 étapes. En premier, on va définir les paramètres de l'autre. C'est l'étape la plus rapide. Grosso modo, ça consiste à dire au téléphone où est-ce qu'il doit venir chercher la configuration et où est-ce qu'il doit venir se connecter en SIP. Donc ça, c'est très rapide. En général, il y a un seul hôte par IPv6, sauf si vous avez du télétravail, du multisite et avec plusieurs accès, des accès VPN, ce genre de choses, on va créer plusieurs hôtes. Ensuite, ça va être l'étape la plus longue, c'est la configuration des templates, ce qu'on appelle les templates. Donc le modèle du poste. Donc c'est la configuration en elle-même des téléphones qui doivent être appliquées sur les téléphones. C'est une étape qui peut être un peu fastidieuse, surtout si vous avez beaucoup de points de configuration très spécifiques. Donc si c'est le cas, on a une solution qui permet de faire de l'export de configuration et du réimport par la suite. Voilà, je vous donne un exemple. Sur tous vos clients, vous mettez un accès à un annuaire distant ou ce genre de choses, c'est toujours la même chose. Faites-le chez un client, exportez les confs et réimportez-les chez les clients suivants. Je vous montrerai comment faire. Ensuite, ça va assez vite, c'est l'association des comptes SIP aux adresses MAC. Donc cette fois, c'est tout simplement prendre éventuellement une douchette. Si vous avez un scanner de code barre, c'est bien. Scanner les adresses MAC des postes, ça évite de les saisir à la main, ça évite les erreurs de saisie. Et dire, ce poste, c'est telle marque, tel modèle, tel compte SIP. Et puis, la dernière étape, c'est tout simplement redémarrer les postes et vérifier que ça marche. Donc, sur les paramètres de l'autre, je vais vous le montrer tout de suite. En réel, c'est dans le menu params quand vous êtes en français, settings en anglais, gestion d'équipement et vous avez paramètres de l'autre. Donc il y a un hôte qui existe par défaut qui s'appelle l'hôte default avec une adresse IP qu'on peut changer, le port SIP, le port IAX2, on s'en moque complètement, l'accès HTTP et l'accès HTTPS. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne dans un cas concret? Si je vais donc sur
params ici, gestion d'équipement, paramètres de l'autre. Ça, c'est chez nous. Vous voyez qu'on a deux hôtes. On en a un qui est donc le défaut avec le domaine pour joindre l'IPBX, donc ça peut être une adresse IP. Le port SIP. Ici, nous, notre port SIP, on l'a changé. Donc, si c'est un port NAT, il faut bien que vous mettiez le port accessible à distance et pas le port local quand c'est des postes externes. Le port IAX, on s'en moque. Le port HTTP, HTTPS. Ça, en général, c'est par défaut. C'est pas toujours accessible sur les deux. En général, ça va être soit l'un, soit l'autre. Bon, mettez les deux, ça pose pas de souci. Bon, j'ai un deuxième hôte ici que j'ai mis pour l'exemple. Vous voyez que j'ai mis le port directement ici dans le nom de domaine. On peut le faire également sur certaines marques, c'est nécessaire. Alors, le multi-hôte, avoir plusieurs hôtes, l'intérêt, c'est si par exemple j'ai des postes locaux, en local, un IPBX en local, ici je peux créer un hôte local et mettre, pourquoi pas, une adresse IP locale, avec mon port local, voilà, 443, etc. Alors que les postes distants vont venir se connecter via le domaine et via le port NAT, éventuellement. Je pense que c'est le seul intérêt d'avoir plusieurs hôtes, mais peut-être que je me trompe. Si vous en voyez d'autres, pourquoi pas. Une fois que j'ai défini mes hôtes, je clique sur sauvegarder. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on l'a vu, c'était créer les modèles de configuration. Il y a déjà des modèles qui existent pour chaque type de poste qui est supporté par le système de téléphonie. Donc la configuration est minimale, en fait c'est la configuration par défaut du téléphone dans ce cas-là, donc on peut l'utiliser tel quel. En général, on veut le modifier. Si jamais le modèle n'est pas supporté, vous voyez que dans chaque modèle, ici vous avez un request support avec un lien ici. Donc vous pourrez cliquer dessus, ça permet tout simplement d'envoyer un email à Xorcom directement pour demander le support du poste. Plutôt que d'envoyer un email directement à Xorcom, vous pouvez nous demander à nous. Dans ce cas-là, on mettra un petit coup de pression supplémentaire pour que ça arrive plus vite. Si vous avez plusieurs modèles qui ne sont pas supportés, essayez de les regrouper dans la demande pour qu'on puisse faire la demande d'un coup. En général, c'est à peu près 15 jours. Le temps d'ajout, hein, ça nécessite de mettre à jour le système de téléphonie. Donc, il faut que vous puissiez le mettre à jour. Il faut avoir un service agrément valide. Pour ajouter les postes qui ne seraient pas ajoutés, il va nous falloir soit nous envoyer un téléphone si on n'en a pas pour qu'on puisse le tester et on vous le renvoie par la suite, soit nous donner un accès distant au téléphone. C'est juste 1 heure, le temps que les équipes de Xorcom se connectent, prennent la configuration par défaut, regardent s'il y a des spécificités, fassent un export et l'ajoutent et fassent un test. Voilà, donc ça se fait, on le fait régulièrement. Il y a des modèles qui manquent parce que les fabricants sortent régulièrement des nouveaux postes et c'est difficile de les suivre. Donc, sur le modèle, il y a des informations, des paramètres généraux qu'on va configurer, d'accord, qui sont l'hôte à utiliser, le fuseau horaire, le mot de passe, qu'on vous invite à changer. Par défaut, c'est admin en général. Mettez quelque chose de compliqué. J'en reparlerai tout à l'heure. Les touches configurables, les modules d'extension, c'est la même chose. Hein. Les touches configurables, c'est les touches autour de l'écran en général, ou les touches intégrées sur les Fanville, voilà. Les modules d'extension, c'est des modules qu'on ajoute. Voilà, donc tous les téléphones n'ont pas de touches. En général, ils en ont au moins 2. Et tous les téléphones n'ont pas de module d'extension, auquel cas l'onglet est vide. Et enfin, les paramètres avancés, c'est tous les autres paramètres. Et vous allez voir, c'est un petit peu intimidant au premier abord. Rien d'insurmontable, mais au premier abord, on se dit, oula. Concrètement, voilà à quoi ça va ressembler. Imaginons que je veuille configurer un Fanville X6U, par exemple. Je vais donc dans mes modèles ici, donc modèle, je vais sur mon petit menu hamburger à droite et je vais chercher Fanville X6U. Vous voyez que j'ai pas mal de postes qui sont gérés, du D-Link, du Astra, du Cisco, du SN, du Fanville, du Giga7, du Grand Stream, Hashtag, IP Connect, Poly, RTX, NOM, VTech, Xorcom, Yealink. Et voilà. Et sur les Yealink, vous voyez qu'il y en a un paquet. Donc pour vous dire que vraiment les fabricants sortent un poste tous les 15 jours.
Donc tous ces modèles sont supportés. Pour savoir si mon modèle est dedans, je vais tout simplement taper X6, par exemple U. Donc vous voyez que j'ai mon modèle qui apparaît. Que faire si un modèle n'est pas supporté et que vous avez vraiment besoin de l'ajouter tout de suite? Si vous avez un modèle proche de poste, je donne un exemple, le X6U n'apparaît pas, mais il y a le X5U, vous pouvez, dans la grande majorité des cas, utiliser le modèle proche. La seule différence souvent, c'est sur le nombre de comptes SIP qui sont gérés et sur le nombre de touches. Donc, au pire, vous pourrez peut-être pas programmer toutes les touches. Donc, à faire, si jamais vous voyez que le modèle n'apparaît pas. Ça permet d'aller plus vite. Bon, ici, mon modèle X6U, il existe. Vous voyez que j'en ai déjà 3. Jérôme s'est amusé avec, Flavien aussi. Je vais réutiliser le Fanvil X6U par défaut. Voilà. Donc, je vais venir ici. Vous voyez que je peux le dupliquer. Pour le modifier, je peux aussi l'exporter. Donc, je vais faire un duplicata. Je vais l'appeler Webinar IP Connect. Voilà. Et je vais le rechercher. Il doit apparaître ici, Webinar IP Connect. La marque modèle, schéma, tout ça, ça reste identique. Ici, je retrouve les autres que j'avais configurés, donc le default de RTX, je fais pas de défaut. Mon fuseau horaire, ce qui permet d'être à la bonne heure, sinon la plupart des postes, souvent ils sont sur l'horaire chinoise, c'est pas très pratique. Et le mot de passe. Alors par défaut, en général, c'est admin sur les postes. Super important de le modifier. C'est plus facile de le modifier quand vous êtes en provisioning, parce qu'on n'y pense pas, on le met ici, on n'y pense plus. Mais si vous n'êtes pas en provisioning, pensez à modifier le mot de passe admin des postes. Si vous faites une erreur et que les postes sont accessibles à distance, un pirate qui peut se loguer sur la page web peut lancer des appels depuis le téléphone. Et du coup, il peut appeler des numéros surtaxés et avoir de l'argent ou vendre des accès aux ressources. Donc, pensez à changer le mot de passe administration des téléphones tout le temps. Voilà, ne laissez pas admin. Même si vous dites, oui, mais mon poste, il est derrière un réseau NAT, ça craint rien. Une erreur, ça arrive très vite. Et nous, c'est au moins une fois par mois qu'on a un client qui nous dit, j'ai eu un piratage, d'où est-ce que ça vient? Et quand on regarde, on lui dit, bah oui, mais le poste est accessible chez votre client. Donc, pensez-y. Pensez aussi du fait que les TrunkSIP que l'on vous fournit, on est aussi fournisseur de TrunkSIP, les TrunkSIP que l'on vous fournit, on met une protection, une limite sur ceci en termes de coût horaire et coût journalier. Donc, c'est une petite protection qu'on ajoute en plus par rapport à beaucoup de concurrents. Ça reste la solution de la dernière chance. Mais c'est un petit point en plus si jamais vous souhaitez passer par nos services. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire avec votre fournisseur actuel. Demandez-lui s'il a cette fonctionnalité. S'il l'a, vous mettez une limite à vos trunks. Ça peut vous sauver la mise. Donc ici, mon poste pour revenir, je vais changer son mot de passe. On va mettre Toto 1, 2, 3. J'ai mes touches configurables sur mon poste Fanvil. Donc ici, par exemple, je vais me faire 2 touches de ligne. Donc vous voyez que sur les Fanvil, j'ai plein de fonctions. Elles sont en anglais parce que la configuration par défaut est en anglais. Donc je peux faire des touches BLF, je peux faire des touches de ligne, je peux faire un peu tout ce que je veux, des raccourcis. En général, c'est la même chose sur toutes les marques, hein, sur Yealink, etc. C'est pareil, vous aurez à peu près les mêmes fonctionnalités. S'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, elles n'apparaissent pas ici. D'accord? Donc c'est vraiment dépendant de la fonctionnalité du poste. Si par exemple je veux des touches raccourcis pour faire des BLF vers Flavien, Jérôme, etc., je vais par exemple utiliser la fonctionnalité BLF ici. Je vais me programmer 2-3 touches pour qu'on puisse les voir. Hop, BLF. Donc on va mettre Jérôme. Jérôme, allez hop, sans accent. Hervé, Flavien. Et je mets le numéro directement. Donc Jérôme c'est 301, Hervé c'est 300 et Flavien je sais plus, ça doit être 303 ou c'est l'orange, je sais plus. C'est pas grave. Et ici je vais dire la ligne qui est utilisée. Donc les lignes, qu'est-ce que c'est? C'est les comptes SIP. D'accord, donc ligne 1, 2, 3, etc. En général on utilise toujours la ligne 1. Ça sert à rien d'utiliser les autres. Une fois que j'ai défini toutes mes touches configurables, donc ça c'est les touches qu'il y a autour de mes écrans, etc. Je peux éventuellement jeter un œil au module d'extension. Ça va se présenter de la même manière que les touches configurables. Ici, j'ai pas de module d'extension. Et enfin, le gros de la configuration, c'est les paramètres avancés.
Alors là, je sais que c'est un peu intimidant. Ça ressemble à ça quand c'est un Fanville et ça change en fonction de la marque. En fait, sur le téléphone, si vous avez déjà jeté un œil à la configuration, on peut exporter les configurations sur le téléphone. En général, c'est un fichier de texte. Et vous avez un nom de configuration égal ou 2 points et la valeur. Le nom est plus ou moins explicite. Chez certaines marques, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, Grandstream, c'est un numéro P8255, P726. Donc alors là, c'est vraiment galère. Dans le cadre des Fanville, ça reste compréhensible. Si je veux, par exemple, modifier mes paramètres LDAP, ici, dans les paramètres, je vais pouvoir taper LDAP et je vais retrouver tous mes paramètres LDAP1, LDAP2, LDAP3, etc. Et je vais pouvoir venir les configurer. Alors, la question qu'on a souvent, c'est mais quelle valeur je mets? Comment je sais ce qu'il faut que je mette? Parce que là-dedans, même moi, de but en blanc, pour savoir quelle valeur mettre, je serais incapable de vous dire. Le mieux, c'est de configurer un téléphone manuellement, chez vous, tranquillement, un jour où vous avez le temps, puis d'aller dans les paramètres avancés et de regarder les valeurs qui ont été affectées. Et ensuite, d'aller spécifier ces valeurs sur les valeurs que vous souhaitez faire, et ensuite faire un export du template. Ainsi, vous n'aurez pas à reconfigurer à chaque fois toutes les valeurs qui en général sont les mêmes. D'accord? Je vous donne n'importe quoi, mais par exemple, vous voulez mettre un serveur syslog chez vos clients, et ben ici, je vais mettre la bonne valeur, je vais mettre les infos que j'aurai notées sur la configuration que j'aurai exportée de mon téléphone la première fois. Et à l'après, je ferai un export et je réutiliserai mon modèle qui contient ces informations dans chacune de mes installations. Donc, les premières fois qu'on va faire du provisioning, effectivement, on va pas forcément gagner beaucoup de temps parce qu'on va chercher un petit peu ces infos. Par contre, passer la première, deuxième, troisième installation, ça va beaucoup plus vite. Soit on connaît les valeurs à chercher, soit on va tout simplement réimporter et exporter. Ici, je ne vais pas faire de modification. Je vais rester comme ça. En général, c'est le cas. En général, on reste sur les 2 premiers onglets. Une fois que j'ai fait ma configuration, mon modèle, je fais rafraîchir ici pour le sauvegarder. Avant de parler de l'association au poste SIP, un petit mot sur comment ça marche au niveau du téléphone. Tous les téléphones marchent de la même manière, à peu de choses près. Au premier démarrage, quand il est en configuration usine, le téléphone, la première chose qu'il fait, il va aller récupérer son adresse IP via le serveur DHCP. Une fois qu'il a l'adresse IP, il va envoyer une requête s'il a accès à Internet à un serveur chez le fabricant. C'est comme ça chez Yeeling, c'est comme ça chez Fanville, c'est comme ça chez Grandstream, c'est comme ça chez Hashtag. La plupart des fabricants, c'est comme ça. Donc c'est un serveur de pré-provisioning, on va dire. Donc en gros, le téléphone va contacter ce serveur chez fabricant et il va dire « Je suis le téléphone identifié par telle adresse MAC, est-ce que tu as une configuration connue ?» Et le fabricant va répondre une pré-config. En général, cette configuration, elle se limite à l'adresse du serveur de provisioning final. Si c'est inconnu, il répond rien. Si c'est connu, il va répondre l'adresse du serveur de provisioning final. C'est super intéressant, je vais revenir là-dessus par la suite, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité Zero Touch sur l'autocom. Ça permet de gagner pas mal de temps sur les téléphones supportés. Je reviens dessus par la suite. Si jamais ce n'est pas le cas, en deuxième, le téléphone va regarder si le serveur DHCP lui a fourni une option DHCP 66. Ça peut être d'autres options, ça peut être 120, ça peut être 63, ça peut être personnalisé. De mémoire, en général, c'est à 66, sauf erreur de ma part. En gros, le serveur DHCP, il a la possibilité, quand il attribue une adresse IP à un téléphone, de fournir d'autres valeurs. Donc, il va, pour chaque option qui a un numéro, il va donner une valeur. Une URL, un entier, etc. Ça, c'est à vous de le définir dans le serveur DHCP. D'où l'intérêt de maîtriser cette partie-là. Si c'est pas vous qui la maîtrisez, il va falloir demander à la société ou au DSI qui s'en occupe d'aller affecter l'option 66 du serveur DHCP. En l'occurrence, ici, l'option 66, ce sera l'URL ou joindre l'IPBX. Je vous montrerai l'URL qu'il faut fournir. Si jamais il n'a rien reçu, ou si jamais son comportement est de chercher en premier l'autre fonctionnalité, le poste va utiliser la fonctionnalité qui s'appelle SIP Plug and Play. Alors, elle est souvent nommée dans les téléphones SIP 3CX ou Provisioning 3CX. Le vrai nom, c'est SIP Plug and Play. Le principe, c'est que le téléphone, il va envoyer en broadcast
Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du broadcast, grosso modo, le téléphone, il va envoyer à l'adresse, son adresse IP terminée par 255, pour faire simple. C'est une adresse en fait où tous les postes qui sont sur le même réseau vont recevoir le message. Donc en gros, ça revient à prendre un mégaphone et hurler dans un mégaphone. Qui est-ce qui est le serveur de provisioning? Si j'avais un IPBX et sur le même réseau, il va répondre en disant « Moi, je suis serveur de provisioning et voici l'URL où tu dois venir te provisionner ». Si vous avez plusieurs IPBX, le poste il prendra le premier qui a répondu. Mais en général, il n'y en a qu'un sur les installations. Alors, c'est super sur le principe parce qu'on se dit c'est top, je ne dépends pas du serveur DHCP, je ne dépends pas du serveur de provisioning du fabricant, j'ai juste à démarrer mon poste. C'est super, mais ça ne marche que dans le même réseau local. Ça ne traverse pas les routeurs, ça ne traverse pas du VLAN ou autre. Donc, si vous avez des postes qui sont déportés sur un site chez un télétravailleur, ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, c'est soit option 66, soit le pré-provisioning, soit la dernière option, qui est l'option du pauvre, qui est la configuration manuelle dans le téléphone. C'est-à-dire que je vais me connecter une première fois à tous les téléphones pour aller dire ton URL de provisioning, c'est ça, et le redémarrer. Ça limite un peu l'intérêt du provisioning, donc en général, quand on en est à faire ça, on fait un déploiement manuel. Donc, dans l'ordre, c'est chercher comment se provisionner. Ensuite, contacter le serveur de provisioning en fournissant l'adresse MAC, et c'est systématiquement l'adresse MAC. Télécharger le fichier de configuration si le serveur fournit la bonne configuration. Si le serveur n'a pas de configuration, en général, il répond à 404, donc ça se fait en HTTP, HTTP, HTTPS. Appliquer la configuration et, dans la majorité des cas, redémarrer le téléphone. Alors, ça se fait tout seul, le téléphone va redémarrer tout seul. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Je reviens sur la partie Zero Touch. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est vraiment l'option à privilégier si vous êtes dans les cas des marques Fanvil, Yealink, Hashtag, Xorcom, IP Connect au niveau des téléphones. Parce que il y a quasiment une garantie que ça marche. Par contre, il faut que le téléphone ait accès à Internet pour que ça marche, puisqu'il va devoir contacter le serveur. Au niveau du coup de ce que ça donne ici. Donc, je vais vous montrer concrètement le cas concret ici. Donc, j'ai créé mon modèle, j'ai créé mes paramètres de l'autre. Il ne me reste plus qu'à faire l'affectation d'équipement. Donc, chaque équipement, je vais lui affecter par rapport à son adresse MAC, la marque, le modèle de configuration et enfin le ou les comptes SIP. Pour ajouter la MAC, si l'IPBX est sur le réseau local, je peux faire une autodétection. C'est-à-dire que ici, je vais mettre le sous-réseau et je vais cliquer sur rechercher l'équipement sur le réseau. Alors, comment ça marche? L'IPBX, il va envoyer en fait un ping ou un autre paquet vers toutes les adresses IP du réseau et il va voir s'il a une réponse. S'il a une réponse, il va regarder l'adresse MAC. Vu que, peut-être que vous le savez déjà, les adresses MAC, on peut retrouver le fabricant avec, c'est-à-dire que tous les postes Fanvil vont commencer par 0C383E, tous les RTX, IP Connect, DECT, 00087B, etc., etc. Du coup, l'IPBX, il est capable de savoir que si je vois ça, je sais que c'est du RTX, c'est quelque chose que je suis capable de configurer. Si je vois ça, je sais que c'est du Fanvil, etc. Ça vous permet, vous aussi, quand vous faites des scans de réseau, de tout de suite voir où sont vos postes. Vous regardez le début de l'adresse MAC d'une marque et vous cherchez tout qui commence par la même chose. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire l'ajout de l'équipement à la main. 0C383E 2355BC. On met ou on met pas les deux points, on met des majuscules ou pas de majuscules, ça ne change rien, d'accord? Et je vais chercher ma marque. C'est mon Fanvil. C'est un X6U. Voilà. Et ici, du coup, je retrouve mes différents modèles. Et c'est le webinar IP Connect. Et ici, je vais mettre mon compte SIP. Alors, en fonction des postes, je peux mettre plus ou moins de comptes SIP. Ici, j'en ai un paquet sur les postes X6U, c'est 20 comptes SIP. Aucun intérêt. Ne mettez pas plusieurs fois le même compte. Je vois plein de clients qui font ça. C'est contre-productif. Ce n'est pas les touches qui apparaissent sur le poste, c'est vraiment le compte qui va venir s'enregistrer.
Si vous faites ça, ça veut dire que vous allez dire au poste de venir s'enregistrer une première fois avec un compte, une deuxième fois avec le même compte. Au niveau du téléphone, ça veut dire qu'en fait, il fait un double enregistrement en permanence, sachant que le deuxième enregistrement va, entre guillemets, désactiver le premier. Donc, aucun intérêt. On met un seul compte, donc jamais deux. Sauf si vous devez gérer plusieurs comptes SIP sur le même téléphone, mais c'est très rare. Dans le cas contraire, un seul compte. Je définis toutes mes lignes, ici, puis je clique sur sauvegarder. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon poste qui apparaît ici et je n'ai plus qu'à le démarrer. Alors, avant de le démarrer, il faut que je m'assure que mon téléphone, quand il va démarrer, va savoir où venir chercher l'information. On l'a vu, Zero Touch, option 66, configuration manuelle, SIP Plug and Play. Moi, je vous propose qu'on utilise le Zero Touch, en l'occurrence, qui est le plus intéressant. Donc, c'est le dernier onglet, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis tous mes équipements, sachant que je peux faire un import, je vous montrerai après, je peux aller faire mon Zero Touch. Super simple, je vais dans l'onglet Zero Touch, je clique sur Start. Ce que fait l'IPBX, il va prendre toutes les adresses MAC, il va regarder le fabricant, s'il connaît le fabricant, il va envoyer l'information du numéro de l'adresse MAC au fabricant en disant voilà, si ce poste te contacte, tu dois le renvoyer sur https://mondomaine/xepm-provision. Au niveau de l'affectation d'équipement, avant de vous montrer comment ça se passe, si vous voulez faire plein d'équipements à la fois, vous créez vos modèles, l'autre, les modèles, vous faites au moins un poste, je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez dans Import-Export, vous cliquez sur ODS, ici. Ça vous génère un fichier que vous pouvez ouvrir avec Excel. Alors pourquoi ODS? Parce que Excel va l'ouvrir directement, alors que du CSV, il va falloir faire de la mise en page, et du JSON, c'est si vous voulez avoir une API. Donc le fichier ressemble grosso modo à ça. Voilà. Donc je vais retrouver une première ligne qu'il faut impérativement laisser, il n'y a que du texte. Une deuxième ligne qui sont les en-têtes. La troisième ligne, ce sera mode. Donc c'est add pour créer ou modifier, delete pour supprimer. Donc ici je mets add. Les adresses MAC, d'où l'intérêt de la douchette. Comme ça, vous prenez votre lecteur de code barre, vous faites bip, 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 bip sur tous vos cartons. Et ici, grosso modo, vous devez déployer des fanvilles. Et bien pas de problème, je mets du fanville partout. Je mets le modèle. Et après, il faut mettre le nom du template. Donc, mettez des noms simples. Ça évite d'avoir à saisir 50 trucs. Puis, le compte SIP. Donc, ça permet, si vous devez faire 200 téléphones, vous faites un scan 200 fois. Rappelez-vous que vous pouvez exporter aussi les comptes SIP depuis l'IPBX. Ça vous permet de faire des copier-coller directement ici. On rappelle, ici, dans les extensions, import-export d'extension. Donc au niveau du démarrage du téléphone, sur la plupart des marques, petite astuce qui peut vous être utile, le téléphone en général il demande plusieurs fichiers de configuration. En plus de son propre fichier de configuration qui est identifié par son adresse MAC, en général il vient chercher aussi un fichier de configuration commun à la marque ou au modèle. Ça peut être utile quand vous souhaitez par exemple modifier chez un client tous les mots de passe des téléphones, il y a 200 téléphones, vous n'aviez pas fait de provisioning jusque-là, c'est pas forcément grave, à la limite vous faites le Zero Touch, vous demandez au client de redémarrer les téléphones ou de modifier l'option 66, vous créez pas de template, rien du tout, mais vous créez manuellement, on peut le faire avec vous à ce moment-là, le fichier de configuration générique. Et du coup, au niveau du téléphone, quand il va démarrer, il va venir chercher ce fichier de configuration dans lequel on ne mettra pas les comptes SIP. Donc on n'ira pas écraser la configuration SIP du poste. Mais par contre, on va venir modifier un ou deux paramètres. Ok, donc je vais faire OK. Ici, je suis en anglais. Alors, je vais peut-être essayer de rapprocher, pour voir si on voit mieux. Et ici, alors, on n'a même pas eu le temps de le voir. Je ne sais pas si ça se voit, mais au niveau du poste, j'ai déjà marqué Hot Desking, donc il est déjà venu chercher une partie de sa configuration sur l'IPBX. Est-ce que je peux peut-être vous montrer ce que ça donne au niveau des requêtes? Ça peut être intéressant. Je vais voir si je peux peut-être rapprocher la caméra et la tenir. Non, parce que là, je vais
Je vais regarder. Yes. Alors, je prépare un truc que vous voyez pas, mais... Ok. Je vais essayer de vous montrer ce que je vous disais. Donc ça, c'est notre IPBX. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter en SSH quand vous avez un doute. Sur le SSH, là, ça devient vraiment technique, mais ça a son intérêt. Si je veux vérifier que le poste vient chercher son provisioning, on peut aller regarder les logs du serveur Apache. Le serveur Apache, c'est le serveur web, d'accord, qui distribue les adresses. Donc en l'occurrence, tous les logs dans l'IPBX sont dans var log. Donc j'ai un dossier qui s'appelle Apache 2. Donc cd, ça permet de se déplacer dans les répertoires. Donc cd espace /var /log /apache 2. Et ici, je vais retrouver plein de fichiers de log. Celui qui va m'intéresser pour voir si les postes viennent, c'est celui-ci. D'accord. Donc, je peux faire un cat de other vhost access log ici. Je vais pouvoir visualiser tout le contenu de toutes les requêtes qui sont passées sur mon IPBX. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être affichées. En l'occurrence, je peux les filtrer avec un grep. Donc, je vais mettre un pipe grep, XEPM par exemple, et ça va me permettre de voir toutes les requêtes qu'il y a eu. Et vous voyez que je retrouve ici, à 11h47, des requêtes qui ont été faites sur mon XEPM provision avec l'adresse MAC du téléphone. Et ce que je vous disais juste avant, c'est, vous voyez que le poste, il est venu chercher d'autres fichiers de configuration. Alors, il vient les chercher régulièrement. Ici, on voit qu'il y a un poste qui est venu chercher un fichier de configuration F0, V0, V, etc. Donc ça, c'est les fichiers de configuration génériques. Est-ce que vous avez peut-être des questions liées à tout ça, à toute cette partie-là, qui était un petit peu plus technique à la fin? Alors, oui, Je suis 1000 fois d'accord. Mais genre, on peut le mettre au ralenti, le replay, puis on va faire du slow motion même, je pense. Ouais, c'est aller vite. Effectivement, l'important c'est de se rappeler des étapes qui sont toujours les mêmes, l'hôte, les templates et l'affectation. Ce qui est vraiment le plus long, c'est les templates, c'est vraiment rébarbatif. Si vous vendez tout le temps la même chose, ça va plus vite. Grâce à l'import et l'export des templates. En général, c'est le cas. En général, vous vendez à peu près tout le temps la même chose. Ça peut être utile, même pour rebondir ce que tu dis, Sébastien, même s'il y a peu de postes, dans ce cas-là, ne pas hésiter à utiliser la dernière fonction que j'ai montrée, qui est celle-ci, du fichier de configuration générique. Je peux donner un exemple concret. On a un client, une fois, qui avait laissé les mots de passe par défaut, et qui s'est fait pirater ses téléphones. Et le pirate, il est venu et il a changé le mot de passe. C'est le premier truc qu'il fait, le pirate. Donc, le poste était accessible via le réseau NAT par une erreur. En général, c'est pareil. Si on veut se connecter au poste à distance pour faire une modif, on oublie d'enlever le NAT. Et le pirate, il vient, il scanne les IP, il trouve un port ouvert, il se connecte, chouette, il lance des appels depuis le téléphone. Vous voulez vous reconnecter sur le téléphone pour aller faire des modifs, vous pouvez plus vous connecter dessus parce qu'il a changé le mot de passe. Et dans ce cas-là, la réponse, quand vous nous appelez, c'est est-ce que je peux récupérer le mot de passe? Non, c'est un retour configuration usine. Donc c'est du temps perdu, c'est remettre le poste en config usine, retrouver son adresse MAC, son adresse IP s'il est en DHCP, etc., etc. Ça peut valoir le coup dans ce cas-là de jeter un coup d'œil là-dedans, voir si le poste vient lui-même chercher son fichier de configuration. Si vous voyez que le poste y vient, et dans ce cas-là, vous nous passez un coup de fil et ce qu'on vient faire, on vient manuellement créer le fichier, pardon. On l'a déjà fait plusieurs fois et on met juste la partie sur le mot de passe. On fait redémarrer le téléphone au client, le poste vient chercher l'info et banco, le mot de passe est modifié. Il n'y a pas besoin de faire un retour config usine, on va derrière faire les modifications qu'on veut. Autre cas qui peut être utile, c'est sur les déploiements des DECT. Vous le savez, c'est un petit peu rébarbatif de déployer les antennes en multicell quand il y a 5, 10, 20 antennes DECT et autant de comptes.
on l'a fait chez nous. Vous voyez ici, on peut déployer nos antennes de ECT avec le provisioning. Ça permet de gagner du temps, ça permet de faciliter la maintenance. Sur la maintenance, d'ailleurs, on en a parlé. Le cas typique de l'intérêt du provisioning, c'est vous avez ici 10, 20 postes avec des touches dans les templates. Ici, vous avez finalement vos postes X6U avec des touches de provisioning, des touches configurées. Plutôt que de devoir changer sur chaque poste parce que Jérôme est parti et qu'il a été remplacé par Benjamin, voilà. Plutôt que de remplacer sur chaque poste, on vient le changer dans le provisioning. On clique sur rafraîchir. On dit au client, tu redémarreras le poste à l'occasion ou alors on attend. En général, les postes, ils viennent rechercher l'information régulièrement. Et du coup, on n'a pas besoin de se connecter poste par poste. Donc ça, c'est typiquement sur 10 postes, s'il faut se connecter poste par poste, c'est une demi-heure de gagné. Et c'est fait en 3 minutes. Mais oui, Jérôme a été remplacé par Benjamin dans mon exemple. On gagne au change. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Toi, tu as des questions? Si jamais, moi je pense comme ça, mais si jamais ça vous vient, il reste le café ouvert de la semaine prochaine sur lequel vous pouvez revenir poser des questions. Si vous regardez le replay entre-temps et qu'il y a quelque chose qui vous vient, nous, ça sera avec plaisir. Vraiment, on a organisé ça pour qu'un maximum de gens puissent venir participer. Et enfin, voilà, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment c'est vraiment un test, hein, mais on aimerait vraiment qu'on puisse avoir une fois par mois l'opportunité d'échanger avec le plus de monde possible, sachant qu'on sait que tout le monde a des choses à faire et c'est pour ça qu'on en a un créneau assez long pour que les gens puissent se connecter ou se déconnecter quand ils veulent. Merci pour votre présence et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain webinaire. Merci à tous, au revoir.